Quels sont selon vous, Jean-Fred Berger, les principaux obstacles à une société française plus fraternelle? Alors, les obstacles sont nombreux, on pourrait même parler de freins. Je dirais que ces freins s'expriment dans les périodes de crise. Et la France traverse une période difficile, incontestablement, sur le plan social. Et puis on voit que les obstacles ou les freins disparaissent dans les grands moments de l'histoire de France. Là, on est proche encore du 11 novembre. Incontestablement, il y a eu un élan national qui s'est aussi traduit par une notion de fraternité pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain. Mais cette fraternité s'est effacée ou s'est évaporée très très vite. On se retrouve avec des difficultés immenses dans les années 30, que ce soit avec la crise de 29, l'affaire des ligues, etc. Voilà. Et donc les freins, eh bien, écoutez, moi je parlerais plutôt de freins que d'obstacles, puisque des obstacles, ce seraient des obstacles définitifs. Il n'y a pas d'obstacles définitifs. Pour moi, il y a simplement des freins qui sont institutionnels, géographiques, sociaux, etc. Bon, évidemment, en tant que militaire, moi, je pense que le service militaire contribuait à lever partiellement certains de ces freins, en faisant que tout jeune garçon faisant son service militaire côtoyait, dans l'absolu, des camarades d'autres milieux, d'autres régions, etc. Mais c'est quelque chose d'abord qui ne prenait pas en compte les filles, et deuxièmement, avec l'extinction, ou en tout cas la suspension du service national, on pourrait dire que cet outil-là a disparu. Donc les freins, écoutez, on en retrouve dans tous les domaines. Sur le plan social, les différences de classe, les différences de revenus, les différences de culture, de niveau culturel. Un enfant de cadre supérieur a plus de chances de réussir ses études quand il est élève d'une excellente école dans le secondaire que quand il est au fin fond de la Corrèze ou dans une banlieue du 9-3. Et ça, c'est pas très fraternel? Non, c'est pas fraternel. Mais je pense que la fraternité est comme une ligne d'horizon à laquelle on doit tous tendre. Mais de la fraternité à la solidarité, il y a un monde. Il y a un monde. Voilà. Et donc je pense que tous les acteurs, tous les responsables doivent tendre vers cette fraternité, l'encourager et puis aussi essayer de la faire vivre. Le problème, c'est que c'est un beau principe. C'est même une devise, la devise de la République. Il ne faut pas oublier que c'est Robespierre qui le premier en parle, il me semble-t-il. Et c'est justement au moment de la terreur. Donc on peut avoir des très beaux slogans, mais je ne pense pas que la terreur républicaine qui s'exerce sur les Vendéens ou sur les Lyonnais ou dans le siège de Toulon exprimait cette fraternité. Et puis la fraternité, elle revient dans la devise républicaine de la Seconde République en 1848. Voilà. Donc la fraternité, je dirais, c'est quelque chose vers lequel on doit tous tendre. Tous tendre. Est-ce qu'il y a des initiatives privées ou publiques qui, justement, redonnent de la fraternité dans la société française? Bien sûr. Moi, je pense que la fraternité ne doit pas rester un mot creux ou une devise gravée au fronton des édifices publics. La fraternité, elle doit se vivre réellement et on ne peut pas l'imposer. C'est quelque chose qui doit se vivre grâce à l'exemple des hommes politiques, grâce à des exemples aussi et pas seulement sur le plan médiatique. Quelqu'un qui donne, je dirais, qui accueille un réfugié ou qui secourt un SDF au pied de son immeuble, il n'y a pas besoin qu'il y ait des caméras qui le filment. Mais par contre, si beaucoup de personnes le font, eh bien, il y a un exemple, il y a aussi un courant de sympathie qui peut s'exprimer, et puis les plus jeunes générations peuvent suivre cet exemple. Par contre, incontestablement, les progrès de la technique, l'habitat, prenons l'exemple des immeubles parisiens. Jadis, dans les chambres de bonne, il y avait des femmes de ménage. Il y a un très beau film avec Fabrice Lucchini, je crois, Les femmes du 6e étage. Et maintenant, la plupart de ces chambres de bonne sont
sont devenus des appartements ou des logements ou même des logements Airbnb. Et donc, il n'y a plus ce mélange dans le même immeuble de différents milieux sociaux. Et bien sûr, on pourrait considérer que je suis paternaliste en disant cela, mais il y avait une possibilité de se mélanger qu'on voit de moins en moins. Est-ce que le protestantisme a des valeurs de solidarité, de se mélanger, qu'il peut donner en exemple ou qui peuvent contribuer à rendre la société française plus fraternelle? Alors, je le crois totalement, absolument. Le protestantisme, on ne doit pas faire de différence entre l'un ou l'autre. On est membre d'une communauté, hommes, femmes, enfants, on est respectés, on a tous je dirais le même Seigneur, on bénéficie de la même grâce donnée par Jésus-Christ à la croix. Et donc ensuite, on ne fait pas de différence. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il exhorte les Corinthiens à se respecter et à moins se disputer, s'adresse à des frères et sœurs. Voilà. Et c'est l'Église primitive nous inspire. Eux-mêmes devaient lutter pour éviter qu'il y ait des tensions entre eux. Et donc de tout temps, la fraternité et même la fratrie est à la fois un lieu extraordinaire et aussi un lieu de combat, de dispute. Caïn et Abel, ça nous concerne tous. Et est-ce que dans votre expérience professionnelle militaire, vous avez vu, emmagasiné des choses qui rendent la vie plus fraternelle? Bien évidemment, j'ai eu la chance de faire 40 années dans l'armée, en comptant mes années de Saint-Cyr, etc. Il y a une notion qui s'appelle la fraternité d'armes, qui n'est pas seulement un slogan, qui est une réalité à l'intérieur de chacune des unités ou à l'intérieur des corps, des différents corps ou des différentes armées. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors c'est vrai qu'il y a une mission commune, un uniforme commun, des règles auxquelles tout le monde adhère, et puis aussi des notions de respect. Et donc, quand on parle de frères d'armes, c'est quelque chose qui se vit de tous les instants. Le salut est rendu. Le soldat ne salue pas sans que le supérieur ne lui réponde son salut. Vous avez aussi la même position par rapport au risque et même à la mort donnée ou à la mort reçue, à la mort subie, à la blessure. Le chef, normalement, doit être exemplaire et il doit être le premier à sortir de la tranchée, il doit être le premier au moment de l'assaut, il doit être le premier à prendre les décisions, à tenir, etc. Et ensuite, ces soldats, les soldats qui sont sous ses ordres, le suivent parce qu'il est quelque chose de plus que simplement un supérieur ayant des galons. La fraternité d'armes, cela signifie que le soldat, de tout âge, de tout grade, sait qu'il est respecté et même aimé par son chef, et le chef sait qu'il est soutenu par les hommes que lui-même respecte. Voilà. Et ça, c'est cet échange permanent de tous les instants qui fait que cette fraternité existe. Et donc, dans une société, la fraternité peut exister, mais il faut qu'elle se vive. Voilà. Elle ne peut pas rester un simple slogan, une simple devise, ou inscrite dans la Constitution. Il faut qu'elle se vive. Et je pense que les églises ont un rôle, les églises, les œuvres, les associations protestantes, aux côtés des autres, donc on irriguent et font vivre cette notion qui est fondamentale, propre à l'humanité. Jean-Fred Berger, au plan personnel, quel souvenir ou émotion de fraternité vécue vous revient pour conclure? Alors, la fraternité, je dois dire qu'on la vit de manière très différente en fonction des circonstances. J'ai vécu 1 an en Afghanistan comme jeune général là-bas. Et au début, je dois dire, je me sentais solidaire de tout le monde, y compris des talibans et y compris de la population afghane. Et il y a eu des phases où nous avions subi des pertes lourdes, terribles, sévères,
et où la notion de fraternité et même je dirais, de respect de l'adversaire s'évaporait soudain. Parce qu'à tout instant, un homme peut être tenté d'haïr. Et peut-être, dans ces moments-là, c'est essentiel d'avoir des aumôniers qui peuvent accompagner le soldat, le chef, dans sa solitude, face à la mort des autres, face à la mort des camarades. Et donc, les grands moments que j'ai pu vivre, c'est lorsque j'ai perdu l'un de mes hommes, ou lorsque j'ai exprimé mon affection de colonel ou de général à une veuve de 30 ans, dans un pays en paix, et dont le mari venait de mourir dans une mission au service de la paix, et que je voyais les deux petits garçons porter l'un sur un coussin et l'autre le béret de son papa. Et là, je ressentais cette notion de fraternité très forte, et j'ai en quelque sorte endossé un peu un rôle de parrain ou de père pour chacun de ces petits garçons. Et là, c'était un moment très fort et que je n'oublierai jamais. Voilà. Merci Jean-Fred Berger pour ce témoignage de fraternité d'armes et de cœur.